Bonjour Aïda, merci d'être Bonjour venue. Lisa. On est très content de vous recevoir aujourd'hui pour cette interview. Vous êtes une personne qui est extrêmement inspirante et on avait envie de pouvoir vous poser nos questions sur votre parcours et votre engagement. C'est un plaisir partagé d'abord et je suis ravie de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup. Alors c'est un peu intimidant d'interviewer une journaliste, mais je vais quand même Ça va bien se essayer passer. de me prêter à l'exercice. Donc comme je disais, vous êtes journaliste, présentatrice de télévision et chroniqueuse. Vous êtes passée par la presse écrite, la radio, la télé, sur les plus grandes chaînes de télévision, M6, France 2, CNews, entre autres. Aujourd'hui, depuis 2019, vous produisez un programme qui s'appelle Engagez-vous sur RMC Story. Et effectivement, vous êtes une personne très engagée donc pour les causes qui vous tiennent à cœur, et notamment vous êtes membre du conseil d'administration de l'Envol, qui est le mécénat sociétal de la Banque Postale, dont je fais Et partie. que vous connaissez bien. Exactement. Et j'en passe. Vous avez aujourd'hui plus de 20 ans de carrière, et d'une très belle carrière, donc félicitations. Merci, ça ne rajeunit pas. Donc nous, comme je disais, on est les anciens élèves du programme de l'Envol. Et justement, je voudrais savoir, vous, qu'est-ce qui vous a parlé en particulier dans ce programme? Pourquoi vous avez voulu vous y engager aussi? C'était une façon pour moi de pouvoir aider donc, la génération qui me suit, puisque en effet, depuis plus de 20 ans dans le métier, ça fait que voilà, j'ai la possibilité maintenant de rendre un peu ce qui m'a été donné, parce qu'en fait, il y a 20 ans, un petit peu plus, j'étais... quand j'avais le même âge que les jeunes qui rentrent dans l'Envol aujourd'hui, je pense que j'aurais eu bien besoin, ou en tout cas j'aurais été bien aidée par des parrains, des marraines, des personnes qui m'auraient un petit peu ouvert la voie, ou en tout cas qui m'auraient aidée à trouver la mienne, parce que j'ai pas mal erré en fait avant d'arriver dans le journalisme. C'était pas une vocation forcément, donc c'est vrai que quand je vois les parcours des jeunes et quand je vois ce qu'ils deviennent aujourd'hui, puisque j'ai assisté à l'anniversaire de l'Envol et donc j'ai pu voir aussi ce qui était devenu ces jeunes qui étaient rentrés dans le programme, qui ont pour la plupart une jolie carrière, comme vous d'ailleurs Lisa. Oui, ça donne à la fois de l'espoir et ça donne foi aussi en la suite, et puis c'est une possibilité voilà, de pouvoir aider ces jeunes. C'est super. Et justement, qu'est-ce que ça signifie pour vous l'égalité des chances? Qu'est-ce que ça vous évoque en particulier? Alors c'est peut-être une expression qui est un peu galvaudée, mais égalité des chances, ça veut juste dire qu'en fait, on va permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément soit le même bagage culturel ou soit la même richesse économique de pouvoir tout simplement avoir leur place dans la société. Parce que certes, l'école de la République, elle est censée accueillir tout le monde, mais on voit bien que ce qui compte également, c'est avant, c'est-à-dire quand on rentre dans cette école, selon que vos parents exercent une certaine profession, que vos parents sont ouvriers ou d'origine immigrée, on n'a pas le même bagage en arrivant à l'école. Et donc, il y a des différences qui, malgré cette égalité qui est affichée sur tous les frontons des mairies et des institutions, fait qu'en fait, il y a de fait une égalité, une inégalité. Et donc, c'est cette égalité des chances-là, c'est permettre à des dispositifs comme l'Envol de redonner toute leur place, toute leur chance à des jeunes qui ne l'auraient pas eu autrement. Exactement. Vous disiez tout à l'heure que le journalisme n'était pas forcément une vocation au départ. Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment de vous y intéresser et ensuite d'en faire votre carrière? Parce qu'au départ, comme vous disiez, c'était pas forcément évident. Donc, En fait, c'est drôle parce que c'est quelque chose que j'avais pas osé imaginer. C'est-à-dire que je me souviens très bien en troisième, au moment où on va tous voir, toutes et tous voir le conseiller d'orientation ou pas d'ailleurs, mais voilà, j'avais regardé comme tout le monde, voilà, les listes de professions. Je savais pas trop quoi faire en réalité, même si j'avais quand même une pression familiale de mes parents pour exercer un métier qu'ils considéraient comme le métier ultime
médecin. Médecine, Voilà. Donc, vous savez très bien de quoi je parle. C'était pas forcément quelque chose qui m'attirait, mais bon, je me disais, voilà, je vais faire plaisir à mes parents, alors que je déteste la vue du sang, je suis incapable de... Enfin, voilà, aujourd'hui, quand j'ai mes enfants qui se blessent, je suis en panique, donc je n'aurais jamais été capable de faire médecine. Malgré tout, j'ai fait médecine, mais je m'étais intéressée quand même au journalisme, et j'avais vu, en fait, qu'il fallait soit aller dans une école, donc à des centaines de kilomètres de chez moi. Moi, je viens d'une petite ville de province qui s'appelle Villefranche-sur-Saône, qui a une trentaine de kilomètres au nord de Lyon. Donc, il n'y avait pas vraiment de possibilité à l'époque, même si les choses ont changé aujourd'hui. Il n'y avait pas d'école reconnue par l'État, par les professions, à moins d'aller à Tours, à Lille, à Marseille, à Strasbourg. Et j'avais clairement pas la possibilité économique d'y aller. Donc, j'avais vraiment passé ça en me disant, bon, bah, je peux pas, voilà, clairement. Et en fait, je connaissais personne qui était dans ce milieu-là, donc je connaissais pas les autres possibilités, parce qu'en fait, il y a plein d'autres possibilités d'être journaliste. Donc j'avais passé un petit peu ça, donc j'ai fini par faire médecine, 2 ans. Première année, donc voilà, j'ai doublé mon année de médecine pour me rendre compte qu'au final, c'était pas du tout mon truc. Mais ce qui n'était pas évident, c'était qu'est-ce que je vais faire après, parce que j'avais toujours pas d'idée précise de mon orientation. Pareil, je viens pas d'un milieu socio-économique favorisé où les voies sont tracées, où vous avez des rôles modèles autour de vous. J'avais rien de tout ça. Moi, mon père, il est ouvrier, il était illettré, ma mère est mère au foyer, donc vous voyez un petit peu le contexte familial. Donc, j'ai fini par faire psycho parce que je me suis dit, voilà, j'ai quand même passé 2 ans en médecine, j'ai appris certains trucs quand même. Et la psycho, ça me paraissait quand même un peu plus me correspondre parce qu'il y avait cette dimension humaine. C'est une science humaine. Alors que la médecine, voilà, c'était un peu trop du bachotage, en tout cas la première année. Et au final, je n'avais pas l'impression de me connaître davantage, quoi. Donc, j'ai fini par faire ce cursus de psycho. Ce qui m'a bien plu au départ, mais au final, je me suis rendu compte que voilà, j'avais peut-être trop d'empathie avec le sujet pour pouvoir être capable de me dire, je vais en faire mon métier. Et ce qui m'a vraiment, donc là j'arrive au journalisme, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé finalement, alors c'est totalement ça a l'air hors sujet comme ça, mais c'est la Coupe du monde de foot en 98, puisque à l'époque, on cherchait beaucoup de bénévoles, comme aujourd'hui avec les Jeux Olympiques de Paris. On cherchait beaucoup de bénévoles pour aider à l'organisation. Et moi, je suis passionnée de sport, et j'étais particulièrement passionnée de sport à l'époque, de foot en particulier. Et il se trouve que je m'étais portée candidate pour être bénévole à Lyon. Et en fait, on m'a recrutée pour ce qui était un peu la répétition de la Coupe du monde de foot. En 97, c'est le tournoi de France. Donc là, je suis recrutée en tant que bénévole et je débarque au centre de presse. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je pense que c'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Et en arrivant au centre de presse, en fait, j'ai vraiment découvert le métier de journalisme de l'intérieur, puisque j'étais en charge d'aider les journalistes à exercer leur métier. Donc il y avait tout un travail de documentation, un travail d'accompagnement véritablement des journalistes, pour la plupart étrangers, parce qu'ils venaient du Brésil, d'Allemagne, enfin vraiment c'était très cosmopolite. Et c'était une super expérience que j'ai renouvelée l'année d'après, puisque en 98, j'ai été bénévole aussi, cette fois affectée à Paris, toujours au Centre international des médias. Et là, ça n'a fait que confirmer cette première impression que j'avais en me disant, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Et là, ayant rencontré des journalistes, j'ai pu demander conseil, j'ai pu même être bien orientée, puisque certains m'ont dit que voilà, ils n'étaient pas tous forcément passés par des cursus classiques, j'allais dire, puisque c'est vrai qu'à l'époque, le métier de journaliste était encore très ouvert. Certains étaient passés par du droit, d'autres avaient appris sur le tas. Donc c'était encore une profession, je ne vais pas dire artisanale, mais il y avait quand même quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'était ouvert à condition que vous ayez à la fois le talent, les connexions aussi, on va pas se leurrer. Donc voilà, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Et après cette expérience-là, comme par hasard, une école de journalisme venait de s'ouvrir à Lyon. Et c'est là que je suis rentrée dans cette école-là, qui s'appelle l'Institut supérieur de la communication, de la presse et de l'audiovisuel. Voilà, je crois que c'est ça, ISCPA. Et alors, c'était une école qui était
pas forcément reconnu par la profession à l'époque, ni par l'État d'ailleurs, parce que c'est deux notions qui sont très importantes en fait dans le journalisme aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez accéder à des stages dans des rédactions, il faut que vous ayez une convention et la plupart du temps, vous êtes quand même plus privilégié quand vous êtes d'une école comme l'école supérieure de journalisme. Ou, voilà, c'est quand même des voies royales, j'allais dire, alors que bon, l'école où j'étais, elle n'était pas forcément adaptée. Mais moi, j'en savais trop rien en fait à l'époque. Et surtout, ce qui m'a beaucoup handicapée, c'est que c'était une école qui était privée. Mais c'était la seule école que je pouvais me permettre parce qu'elle était à côté de chez moi. Et en fait, au début, je suis partie très optimiste en me disant bah, c'est pas grave, je vais travailler à côté, je vais la payer, etc. Ce que j'ai essayé de faire, mais en fait, au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que c'était impossible pour moi de travailler à côté et de financer cette école. Et donc, j'ai décidé d'arrêter l'école. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est que l'une des profs de l'école avait cru déceler en moi un potentiel, visiblement. Et elle m'a dit j'ai appris que tu arrêtais les cours. Je pense que c'est une grande erreur. Et je pense qu'il faut que tu revoies ta décision. En tout cas, moi, je suis prête à t'aider. Si tu veux apprendre le journalisme, je t'accueille dans ma rédaction. Il se trouve qu'elle était quand même directrice du bureau de RTL à Lyon, ce qui est quand même pas rien au niveau local. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai appris, mais sur le tas, en travaillant gratuitement, parce qu'à l'époque, c'était possible d'être stagiaire non rémunéré. Et c'est ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et la région lyonnaise était très pourvoyeuse d'infos. J'ai eu la possibilité ensuite d'être pigiste pour des rédactions comme RTL, comme l'équipe TV, puisque j'étais très portée sur le sport. Rapidement TF1, LCI. Donc voilà, tout s'est enchaîné ensuite et c'est comme ça que j'ai été pigiste pour ces rédactions. Et ce qui m'a encore plus aidée, c'est que j'ai passé un concours ensuite. C'était le seul à ma connaissance qui est ouvert à des étudiants, pas forcément étudiants en journalisme. Et en gagnant ce concours, donc, je suis rentrée à France Inter. Et ça a été le début de l'aventure. Bravo pour votre Je suis désolée, c'était un petit peu long, mais je ne savais pas où m'arrêter, mais vous couperez si jamais il y a besoin. Mais oui, vous avez su saisir les opportunités. Et il y a des gens quand même qui m'ont aidée en fait. Parce que ce qui est important, c'est certes, il y a une part de travail, il y a une part de chance, mais il y a indéniablement des gens qui aussi vous aident, vous tendent la main, vous accompagnent. Alors dans le cas de l'envol, c'est des parrains, c'est des marraines. Mais voilà, ce sont des gens quand même qui ont été sur ma route et qui m'ont aidée à poursuivre ce rêve en fait que je n'osais pas imaginer. Comme quoi, votre prof avait bien raison de déceler un potentiel en vous, finalement. Oui, puis il y avait un côté où j'ai pas envie de décevoir en fait, parce que si elle voit quelque chose que moi, au fond de moi, je n'ai pas pu déceler. Et en fait, quand je fais un petit flashback, je me rends compte que c'était en moi. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, j'ai monté la première radio du lycée. Quand j'étais en fac, j'ai monté une fanzine à la fac, quoi. Donc en fait, il y avait un truc, mais je l'avais toujours refoulé en fait. Et c'est grâce à ces personnes-là que c'est remonté à la surface et que c'est devenu de plus en plus évident. Elle a pu vous le faire voir en fait. Exactement, et vous faire révéler le potentiel véritablement. C'est tout le principe du programme de l'envol par exemple. C'est vraiment quelque chose. C'est pour ça aussi que je me suis vraiment reconnue dans le dispositif de l'envol, parce que pour moi, certes, il y a le travail, il y a cette fameuse phrase qu'on sort tout le temps, quand on veut, on peut, mais on n'est pas tout seul. Donc c'est important aussi d'avoir des gens qui nous accompagnent et qui ont envie aussi d'aider. Totalement. Et c'est chouette, je trouve. Exactement. Vous dites aussi que ce que vous voulez dans votre journalisme, c'est qu'il soit le plus impactant possible. Nous, aujourd'hui, chez les jeunes, on retrouve souvent on ne sait pas forcément toujours ce qu'on veut faire plus tard, comme vous disiez, mais des fois, on se dit qu'on veut faire quelque chose qui a de l'impact, en particulier un impact positif. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à avoir un impact aujourd'hui dans notre société, à notre échelle, et par quel moyen est-ce qu'on peut avoir de l'impact positif? Justement, il y avait ce qu'on mentionnait, mais par quel autre moyen aussi? En fait, pour moi, le journalisme a un vrai rôle social, dans le sens où on est appelé à témoigner des événements qui ne sont pas toujours très positifs.
mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que certes, il y a des problèmes, mais si on se contente juste de dresser la liste des problèmes, je ne vois pas en quoi on va changer les choses ou on va même aider nos concitoyens à vivre mieux en fait. Et le journaliste, je pense qu'on a vraiment un rôle social, quoi. Et pendant longtemps, j'ai présenté des infos, donc, que ce soit sur M6 ou dans des magazines d'actualité, où je racontais quand même le monde comme il va mal. Et au bout d'un certain nombre d'années à faire ça, je pense que j'ai eu aussi une réaction parce que finalement, le soir, je rentrais chez moi, je demandais à mes enfants si personne ne les avait touchés à l'école. J'avais quand même un côté, j'avais développé un côté un peu parano à l'actualité, où en me disant qu'en fait, voilà, je voyais les choses qu'avec un prisme très négatif, qui est aussi une réalité du monde. Je veux dire, on ne va pas se voiler la face. Il y a évidemment des problèmes voilà, dont il faut parler. Mais je me disais, sur les centaines de milliers d'informations qui nous parviennent chaque jour, ne serait-ce qu'en France, eh bien en fait, le principe de l'info aujourd'hui, c'est de ne parler ou de ne mettre en avant que ces informations négatives. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres informations qui peuvent aussi nous parvenir, mais dont on fait assez peu de cas. Et en fait, j'avais vraiment envie de parler de ça, donc joli papillon. Vous voyez, quand on parle d'infos positives, voilà, le symbole du papillon est très beau. Donc l'effet papillon de ces années-là, ça a été pour moi de me dire, en fait, j'ai envie de parler des gens qui apportent des solutions aux problèmes que je dénonce. Et c'était vraiment ça mon cheval de bataille, et ça a été la raison pour laquelle j'ai pu monter ma société de production, donc il y a pratiquement 9 ans maintenant, et qui m'a poussée surtout à développer ce format sur RMC Story. Engagez-vous, depuis bientôt 5 saisons, une centaine d'épisodes quand même, à faire le tour de France des personnes qui aident les autres, alors que ce soit via des associations, via des initiatives, voilà, à l'échelle très locale parfois c'est à l'échelle d'un immeuble, mais ça suffit en fait à remédier à des problèmes qu'on rencontre de façon permanente ou très dérangeante. Donc voilà, si chacun fait un petit pas, c'est le principe du colibri, voilà, on peut aussi avoir un impact. Oui, mais c'est super qu'il y ait ce genre d'initiative et pas uniquement des infos négatives comme vous disiez, parce que c'est vrai que parfois quand on regarde les infos, on a l'impression que c'est vraiment c'est que du négatif, que des infos angoissantes ou même des fois des infos très biaisées. Et des fois, on a cette impression, surtout chez les jeunes, qu'on ne peut plus forcément avoir confiance aux médias traditionnels et à certaines chaînes d'infos. Est-ce que pour vous, vous avez quand même espoir en ces médias-là comme vous disiez, oui, il y a ce genre d'initiative, mais par exemple les chaînes qui sont où il y a une énorme audience, est-ce que vous avez quand même espoir que les choses peuvent changer et que ce ne sera pas que du négatif, quoi? J'ai le sentiment que ces dernières années, il y a une nouvelle forme de journalisme qui est apparue, ce qu'on appelle le journalisme de solution, qui a été beaucoup poussé par une association qui s'appelle Reporters d'Espoir. Et tout est dans le titre en fait. Reporters d'Espoir, c'est apporter de l'espoir à des problèmes qui nous minent. Et c'est une vraie rubrique, parfois dans certains journaux, dans certains médias. Ça se développe de plus en plus, alors certainement pas assez vite. Mais je pense que le problème du journalisme aussi, aujourd'hui, il est structurel. C'est-à-dire que quand on a des chaînes d'infos en continu, le principe de la chaîne d'infos en continu, c'est de remplir en continu une chaîne par des informations. Or, la situation économique, même des rédactions aujourd'hui, fait qu'il y a de moins en moins de journalistes sur le terrain. Et donc, on remplit avec quoi? Avec des gens qui sont en plateau et qui ne font que commenter l'actualité. En réalité, ils ne témoignent pas d'un fait, rien que des faits, mais on a plutôt tendance à faire des grandes émissions de soi-disant débat d'une heure ou je ne sais combien voilà, qui est parfois une bonne partie de l'antenne. Ça coûte moins cher, ça permet de ne pas trop envoyer les gens sur le terrain. Donc c'est quand même je pense que le problème, il est aussi structurel. Après, il y a des alternatives qui existent. Il y a plein d'autres médias, notamment sur le digital, qui proposent d'autres solutions. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle les jeunes s'informent autrement. Ils ne s'informent plus vraiment sur la grand-messe du 20h ou sur les chaînes d'infos en continu, ou alors comme ça très, très brièvement. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas des
des façons de s'informer qui sont très positives parce qu'on sait, et les études le montrent, elles ont été menées un peu partout en Europe et même dans le monde, aux États-Unis, ce genre d'information-là a un vrai impact sur le moral. Donc en fait, je pense que tout est lié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va essayer d'inverser la tendance, on va aussi changer notre manière de voir le monde. Il y a un proverbe turc que j'aime beaucoup qui dit en fait, on a comme des œillères en fait. Avec certaines, on ne voit que le bien et avec d'autres, on ne voit que le mal. Et il y a certaines chaînes, c'est comme ça. Avec certaines infos, on va être très orienté négatif et avec d'autres, on va quand même apporter de l'air, quoi. Parce que, comme on disait tout à l'heure, certes, il y a le problème, mais il y a souvent des solutions qui existent à condition de les chercher. Et justement, en parlant de l'avènement de nouveaux médias, par exemple sur les réseaux sociaux, où du coup, oui, beaucoup de jeunes s'informent par ce biais-là, parfois, en fait, l'algorithme de ces réseaux-là peut amener à... En fait, il est fait pour qu'on ne voit que des informations qui nous intéressent, ou en tout cas qui vont dans le même sens que ce que l'on pense. Et du coup, le danger, c'est que parfois, on peut croire que le monde est uniquement de cette manière-là, ou que tout le monde pense pareil que nous. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même réussir à avoir un libre arbitre sur notre façon de penser et être le plus renseigné possible? Je crois que ça tient dans la multiplication des sources, ne pas s'informer qu'avec un seul canal, mais vraiment multiplier les canaux, les journaux, les abonnements aussi à des, alors quand c'est possible bien sûr, à des médias qui sont totalement indépendants, qui ne sont pas liés à la publicité, parce que je pense que ça aussi c'est un des problèmes quand on voit que la plupart des médias sont détenus par une poignée de milliardaires. Ça questionne forcément sur l'objectivité, même si je ne crois pas du tout en l'objectivité du journaliste. Je crois que c'est un grand fantasme en fait. Les journalistes ne sont pas objectifs, personne n'est objectif. Quand on traite une info, on a forcément, on la traite avec ses sentiments, son parcours. Donc je pense que ça c'est un vrai problème. Mais pour revenir à la question, je pense que oui, le fait de multiplier les canaux, de contourner les écueils, d'être informé en fait d'avoir une vraie éducation aux médias. Les médias, en effet, l'algorithme, par exemple sur Twitter, il y a l'onglet pour vous, il y a l'onglet abonnement. Si vous êtes abonné à des sites ou des comptes que vous considérez plus fiables que d'autres, c'est une manière aussi de contourner cet algorithme-là. Mais je pense qu'il ne faut pas être dupe, mais en tout cas, il faut être bien conscient qu'en effet, on est très facilement manipulable à l'ère des réseaux sociaux. Et justement, vous, dans votre carrière, vous avez quand même réussi à garder vos convictions, rester ferme sur vos positions. Comment est-ce que, même avant de créer votre propre société de production, comment est-ce que vous avez réussi à pouvoir garder vos convictions tout au long de votre parcours? Je ne sais pas comment répondre à cette question parce que ce n'est pas quelque chose de calculé en fait. Je pense que ça vient naturellement parce que certes au début de ma carrière, j'étais quand même dans une rédaction, on avait un rédacteur en chef, il y avait un journal avec certains sujets qu'il fallait traiter. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand je suis devenue moi-même rédactrice en chef à la fois du magazine 66 minutes ou du journal télévisé de M6 le 12-45, on a un peu plus la possibilité quand même d'influer sur le contenu qu'on va proposer aux téléspectateurs. Et c'est vrai qu'on essaye aussi de proposer quelque chose d'assez équilibré ou en tout cas diversifié, puis de parler à tous les publics parce que la société elle est diverse, tout le monde ne pense pas forcément comme nous, donc c'est important d'avoir cette diversité-là. Mais après, je pense que la clé de l'indépendance, pour moi en tout cas, je parle vraiment d'un point de vue personnel, ça a été effectivement la création de ma société de production où j'ai proposé mes propres formats, en tout cas ceux qui me ressemblaient, et où j'ai proposé mes propres sujets qui ensuite ont été diffusés par RMC Story. Donc mon indépendance, elle est passée par le fait de devenir ma propre patronne en quelque sorte. On disait, vous avez monté votre boîte de production et vous avez créé l'émission Engagez-vous sur RMC Story. Donc c'est une émission qui est dédiée à l'engagement associatif. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de s'engager et comment est-ce que vous inciteriez les autres à s'engager également?
Je pense que les Français sont de nature assez engagés parce que quand je me suis vraiment intéressée au sujet, j'ai découvert une espèce de monde parallèle. C'est-à-dire que je savais que je voulais parler d'engagement, en tout cas de gens qui aident les autres. Et je me suis posé la question, quelle était la meilleure manière en fait d'en parler? Et j'ai choisi vraiment le prisme associatif parce que pour moi c'était assez évident. Voilà, on est dans une association, donc parfois à but non lucratif, donc il y a quand même un côté désintéressé. Mais donc en étudiant le sujet, je me suis rendu compte qu'en France, il y a des millions d'associations. On est un des pays au monde où il y a le plus d'associations rapportées au nombre d'habitants. Je crois qu'il n'y a que la Suède qui fait mieux que nous. Donc c'est des associations de refus de la misère ou d'associations sportives. Enfin, c'est des associations très diverses, culturelles ou que sais-je. Mais on est quand même déjà en France, on a un très fort patrimoine, si je puis dire, associatif. Et ça se vérifie en fait dans l'histoire de France, l'histoire de la solidarité à la française, avec la création de la sécurité sociale qui est assez unique au monde. Il y a quand même quelque chose dans notre histoire qui fait que les Français ont quand même tendance à vouloir aider les autres. Et donc ce prisme associatif, il m'a permis de rencontrer des personnes formidables. Vraiment, enfin, encore une fois, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour changer le monde. On peut juste aller en bas de chez soi, ouvrir un café, parler à la personne qu'on croise tous les jours et qui fait la manche en bas de au supermarché. C'est des trucs tout bêtes parfois, mais qui peuvent changer vraiment le quotidien. Donc même pour des personnes qui se diraient moi c'est trop compliqué de pouvoir changer les choses, il y a trop à faire, tout est beaucoup trop compliqué. Vous pensez que quand même prendre l'initiative de faire ces petites actions-là, ça peut quand même avoir un impact, un fort impact positif? J'en suis persuadée, oui. J'en suis vraiment persuadée. La multiplication de ces petits efforts aussi. Exactement, parce que si on est tous là à se dire oh, bah, ça sert à rien, je veux dire, c'est sûr que rien ne bougera. Mais à l'inverse, que ce soit prendre que des douches ou fermer le robinet pendant qu'on se lave les dents, c'est pas si ridicule que ça en fait. C'est le contraire qui serait ridicule, je crois. Exactement. J'ai une autre question. Une fois que vous êtes devenu journaliste, vous avez dû apprendre plein de skills, entre guillemets, de prise de parole. C'est un métier où il faut savoir construire sa pensée rapidement, savoir s'adapter, en particulier quand vous faites du direct. Comment est-ce qu'aujourd'hui, même si on n'est pas forcément journaliste, on peut apprendre ces skills-là et apprendre à avoir de l'éloquence, etc., des compétences qui peuvent être très utiles même dans tous les domaines? Alors, j'ai pas pris des cours d'éloquence encore une fois, moi j'ai appris sur le tas, donc j'ai pas de recette miracle. Mais ce que je dois dire, et ce que je dis parce que je fais aussi du coaching dans mon métier, c'est qu'en fait, il faut toujours penser à qui on s'adresse, à qui on parle. Dans les JT, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de vraiment pouvoir parler à tout le monde. Et donc, dans le langage que j'utilisais, qui n'était pas un langage parlé, mais c'était un langage simple que je voulais le plus clair possible, pas forcément des mots très élaborés, même si je les connaissais, c'est pas la question, mais je me disais, en fait, je vais être comprise par tout le monde, et surtout, je voudrais que la personne qui est derrière son écran, en fait, elle a l'impression que je lui parle à elle. Et c'est pour ça que je regarde la caméra là, parce que c'est super important, en fait, de jamais perdre de vue en fait, qu'on est en train de parler à des gens. On n'est pas juste en train de faire la belle devant une caméra, quoi. C'est pas ça, en fait. Donc, donc, dans cette perspective, souvent, je conseille aux gens soit de se filmer, soit de se parler devant le miroir, comme si on racontait une histoire à quelqu'un. Alors, au début, c'est jamais facile, hein, parce que tout le monde se déteste. Hein. On n'est jamais ici, on n'est jamais ça. Mais ça aide. Ça aide, surtout quand on fait un métier d'image. C'est très important. Moi, ce qui était assez frustrant les premières fois, alors pour une petite anecdote, c'est que, étant passée par la radio, j'ai eu quand même la possibilité de bien m'exercer au niveau oral, parce que ça compte énormément la diction, le ton, etc. Ça, c'est la radio qui me l'a appris, vraiment, à poser ma voix. C'est super important. Ce qu'il faut bien comprendre,
c'est qu'une voix, ça se travaille en fait. Personne n'a une voix horrible. C'est voilà, une voix, ça se travaille. Moi, la première fois que j'ai fait un papier, donc la fameuse Marie-Hélène Sens, directrice du bureau de RTL à Lyon, elle m'a dit que j'avais une voix d'hôtesse de l'air. Donc je vous laisse imaginer sur un papier qui parlait de cour d'assises, c'était pas fou quoi. Mais voilà, ça se travaille, on le travaille et après voilà, c'est comme tout, ça s'apprend en fait. Ouais. Donc le fait d'être passé par la radio avant m'a énormément aidé ensuite pour la télé. L'image, pareil, il faut la travailler aussi, comme je vous dis, devant un miroir. Vous vous filmez, vous regardez tous vos défauts, vos tics, les tics de langage ou les tics corporels, tout ça, ça se travaille. Et ce qui m'a... Bon, je reviens à la petite anecdote que je voulais raconter, mais petite digression, c'est que la première fois où j'ai présenté mon JT, les commentaires que j'ai reçus, c'était pas genre sur ce que je racontais en fait. C'était la manière dont j'étais habillée. Ah ouais. Et c'est hyper frustrant en fait. Parce que vous dites, mais vous avez écouté ce que j'ai raconté ou c'était juste ma chemise qui vous plaisait pas quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que l'image, ça compte. Et quand on fait un métier d'image, c'est pareil. La moindre mèche de côté, surtout pour une fille, hein, voilà, on va se dire les choses clairement. Tout ça, ça compte en fait. Donc voilà, c'est le métier qui veut ça et en même temps, voilà, on ne se pose pas ces questions-là en radio par exemple. Ouais. Mais ça serait bien qu'on ne se les pose plus du tout en fait, parce que ce qui doit être important finalement, c'est le discours, c'est ce qu'on raconte, ce qu'on montre. Totalement. Je voulais juste revenir sur un point que vous avez mentionné. Vous avez dit que comme ça, vous avez eu des rencontres qui étaient décisives pour vous. Vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes, les plus grandes stars. Est-ce que vous avez eu comme ça d'autres rencontres marquantes qui ont déterminé le cours de votre carrière ? Donc oui, Marie-Hélène Sens, donc directrice du bureau de RTL à Lyon, Vincent Régnier qui m'a beaucoup aidée en fait à une époque où j'étais pigiste à Lyon pour l'équipe TV. C'est une personne qui était à l'époque qui dirigeait la chaîne L'équipe TV, on ne disait pas encore l'équipe. Oui. Enfin, c'était l'équipe 21 même à l'époque. Okay. Et en fait, un jour, il m'a dit j'aime bien tes sujets. J'apparaissais pas du tout à l'antenne, moi. C'était pas du tout. Voilà, je pensais pas du tout faire de l'antenne. Moi, j'étais reporter vraiment sur le terrain tout le temps. Et c'est lui, un jour, il m'a dit voilà, j'aime bien tes sujets, j'aimerais bien que tu fasses des essais pour la présentation et tout. Alors moi, ça m'amusait. Je lui ai dit oui, je vais bien faire des tests, pourquoi pas. Et en fait, en faisant les tests, il me dit ouais, banco, voilà, si tu veux présenter le JT Sport. Et à l'époque, je me sentais pas prête, quoi. Je me disais, moi, j'ai envie de faire du terrain encore. Et puis je lui ai dit un truc, je pense qu'il a beaucoup marqué. Je lui ai dit, j'ai pas envie d'être ta caution ni féminine ni maghrébine, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le début des chaînes sport. Il y avait très peu de femmes qui faisaient de l'antenne, ou en tout cas qui étaient vraiment spécialistes de sport. On ne parlait pas encore de diversité dans les médias. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose quand même qui était sous-jacent. Et je lui ai dit, voilà, moi j'ai vraiment envie de gagner ma légitimité sur le terrain et de passer ensuite à la présentation. Et je pense qu'il a été assez surpris parce que ça ne se refusait pas, quoi, un poste de présentation. Et donc, il m'a rappelé plusieurs années plus tard, alors qu'on n'avait plus de contact, quoi. Il m'a rappelé plusieurs années plus tard en me disant, voilà, je suis devenue maintenant directeur de la rédaction d'M6 et je cherche de nouveaux visages, des personnes qui ont du caractère et j'ai pensé à toi. Donc bon, c'était assez flatteur et c'est comme ça en fait que j'ai commencé sur M6. Comme donc, quoi, c'est toujours de garder ses convictions. Exactement, mais voilà, à l'époque, j'avais pas peur de... Voilà, je savais ce que je voulais pas en fait. Bah oui, c'est vraiment inspirant de se dire que même il ne faut pas se laisser faire en fait. Il faut parfois savoir dire non pour mieux rebondir. Oui, totalement. Je ne vais pas vous retenir encore trop longtemps, je sais que vous êtes très occupé. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Monsieur Villani. Quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont profité aussi de ce programme d'égalité des chances et qui voudraient peut-être aussi s'engager plus tard? Quels conseils vous auriez à leur donner? D'abord de ne pas lâcher, vraiment de rien lâcher, d'aller jusqu'au bout. Vous aurez plein de gens qui vous diront « Ah, c'est pas facile, ah, tu pourras jamais faire ci ». Le nombre de fois où on m'a dit « Tu n'auras jamais de carte de presse parce que tu ne sors pas d'une école, machin ah ouais. ». En fait, qui es-tu pour me dire ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans, on ne sait pas.
Donc vraiment ne pas lâcher le travail, le travail, le travail. C'est quand même la base, vraiment. Et après, voilà, ne pas hésiter à se faire aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider. Et après, comme ça, vous pourrez aider vous aussi d'autres personnes. Donc c'est génial, c'est un cercle vertueux. Exactement. Bah, en tout cas, merci pour tout ce que vous représentez, tout ce que vous soutenez et votre engagement. C'est vraiment très inspirant comme parcours. Donc, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Eh ben, merci à l'Envol, merci aux anciens de l'Envol qui maintenant tendent la main à ceux qui arrivent. C'est chouette et j'espère que voilà, je souhaite une longue vie à l'Envol. Merci beaucoup.